Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année. Premier webinaire en partenariat avec le cabinet Hugues Lepage. Nous sommes ravis de commencer ce partenariat avec ce cabinet et nous sommes ravis de nous réunir aujourd'hui autour de ce sujet, le devoir de vigilance, qui a réuni beaucoup de personnes et qui a suscité beaucoup d'intérêt puisque voilà, nous avons plus de 350 inscrits. Avant de passer la main à Corinne, Pauline et Sylvain pour traiter de ce sujet, et en attendant que les derniers se connectent, je vais vous présenter rapidement Doctrine, qui nous sommes. Doctrine, nous sommes une plateforme d'intelligence juridique qui met l'intelligence artificielle au service du droit depuis maintenant 7 ans. Et ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons plus de 12 000 clients, des entités publiques comme des ministères, des cabinets d'avocats, comme le cabinet Hugues Lepage, mais aussi des directions juridiques. Nous avons plus de 30% des directions juridiques du CAC 40 qui sont clientes Doctrine. Et ce que nous permettons de faire à tous nos clients, c'est de traiter un très grand volume de données juridiques grâce à l'intelligence artificielle. Nous reproduisons le raisonnement juridique grâce à notre outil en permettant de lier les sources juridiques entre elles, permettant d'aller d'une directive à son adaptation en droit français, d'une jurisprudence à un commentaire qui vient expliciter cette jurisprudence, et tout ça sur un seul et même outil. Tout au long de l'année, nous organisons des webinaires autour de divers domaines de droit. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le cabinet Hugues Lepage qui va traiter du sujet du devoir de vigilance. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, très bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup à Doctrine de nous accueillir pour ce premier webinaire de l'année, consacré à un sujet qui visiblement intéresse, puisque nous avons, comme vous me l'avez rappelé, beaucoup d'inscrits. J'ai donc le plaisir de partager cette tribune avec mes confrères Pauline Morus et Sylvain Amanaka pour vous faire une présentation rapide de ce qu'est le devoir de vigilance, étant rappelé que nous avons considéré ce sujet comme très intéressant depuis déjà de longs mois. Nous avons travaillé dessus et construit une petite structure adéquate avec des spécialistes plus techniques que nous le sommes nous-mêmes pour pouvoir traiter convenablement ce sujet et assister les entreprises dans la mise en œuvre de leur plan de vigilance. Alors, avant d'aborder concrètement le sujet, ce qui sera fait par mes deux confrères, je voudrais faire un petit mot d'introduction pour essayer d'expliquer en quoi ce sujet est particulièrement important pour les entreprises. Alors, on peut considérer que c'est une contrainte qui vient s'ajouter à d'autres contraintes. Moi, je pense qu'il faut plutôt le voir comme une opportunité dans la transformation à laquelle nous sommes tous conviés et comme l'aboutissement juridique des grandes transformations du Green New Deal lancé au niveau européen depuis 2019. C'est en fait le moyen de sécuriser pour les entreprises les actions qu'elles ont mises en œuvre par ailleurs pour permettre la transition en cohérence avec deux grands domaines, que sont d'une part la taxinomie au niveau européen et d'autre part la réforme extra-comptable, c'est-à-dire tout ce qui concerne la CSRD. Très rapidement, je rappellerai le contexte européen. Green New Deal, décembre 2019. Loi européenne sur le climat, 30 juin 2021. Paquet Fit for 55, 14 mai 2021, qui annonce l'invention ou la réforme de plus de 12 règlements. Alors ensuite, on a le paquet financier avec le règlement disclosure du 27 novembre 2018, c'est la SFDR, le règlement benchmark du 27 novembre 2019 qui fixe les indices de référence. Ensuite, vous avez le paquet taxinomie avec le règlement du 4 juin 2021, les actes délégués qui concernent d'abord les domaines de l'énergie, 9 décembre 2021, puis les 4 autres domaines, c'est-à-dire prévention de la pollution, biodiversité, eau
et économie circulaire qui date de 2023, du 27 juin 2023. Et puis, vous avez enfin la directive CSRD du 24 avril 2021, dont vous savez qu'elle a été transcrite en droit français par une ordonnance du 7 décembre 2023. Donc, c'est dans ce contexte général que s'intègre le devoir de vigilance. Alors, nous, Français, nous sommes en avance, si je puis dire, puisque la loi Sapin de 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre avait déjà inscrit dans notre droit ce système du devoir de vigilance, la loi du 27 mars 2017, avec un champ d'application assez restreint, les entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés en France et à l'étranger, et un champ d'application, un scope sur lequel on reviendra tout à l'heure. L'importance d'avoir maintenant un texte communautaire, dont je vais dire un mot sur le plan de la procédure qui a été suivie, c'est précisément de réduire la concurrence qui pouvait apparaître comme déloyale quelque part au niveau des entreprises françaises qui étaient soumises à des contraintes plus importantes que les entreprises européennes. Et donc, le fait que ce texte dit CS3D, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, va s'appliquer au niveau européen. Alors, l'initiative, c'est une résolution parlementaire de 2021, proposition de directive 23 février 2022. Parlement s'est prononcé en séance plénière en 1er juin 2023. Le trilogue, dont je rappelle que c'est la réunion de représentants du Conseil, de la Commission et du Parlement qui se mettent d'accord sur ce qui reste entre parenthèses, entre brackets, c'est-à-dire les sujets les plus difficiles, donc accord au trilogue, le 14 décembre 2023. Donc, on a un texte qui est ficelé et dont on attend maintenant qu'il soit approuvé formellement par le Parlement et le Conseil, ce qui sera fait avant la fin de la mandature, c'est-à-dire avant mai 2024. Donc, on a un texte à peu près abouti. Qui donc n'attend plus que cette approbation formelle. Voilà, pour cette présentation générale, je vais donc passer maintenant la parole à mes confrères sur le champ d'application, le contenu et les sanctions et le contentieux. Pauline, sur le premier point. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez avoir une démonstration de doctrine sur le sujet qui nous concerne. Donc, je repasse la parole à Emeline. Oui, tout à coup. En effet, l'idée, c'est de vous montrer en une toute petite minute comment concrètement Doctrine permet aux professionnels du droit de sécuriser leur position juridique sur l'exemple de ce sujet qui est le devoir de vigilance. Donc, quand on consulte la loi sur Doctrine, on va pouvoir, d'une part, avoir un comparateur de versions très précis pour comprendre de façon très précise, au mot près, à la date près, ce qui a été ajouté ou supprimé par rapport à une version antérieure d'un texte. Mais là où l'outil va plus loin, c'est qu'il vous met sur ce sujet immédiatement en relation les 37 documents parlementaires qui ont mené à cette modification du texte. Et vous les avez tout de suite cliquables, abordables, les amendements, débats et rapports qui vont permettre de pousser la réflexion et d'expliciter. Et vous avez également sur ce texte, tout de suite en accès, les décisions liées avec, évidemment, on le voit par exemple, la dernière décision du 5 décembre 2023 qu'on peut tout de suite retrouver sur Doctrine. On va encore pouvoir aller plus loin en pouvant se créer une veille qui va permettre, sur ce texte spécifiquement, d'être averti des évolutions à venir, des décisions qui tombent, des commentaires qui permettent de mieux interpréter ce texte et de tout ce qui va être ordonnance, décret d'application. Et là, une fois qu'on a le suivi, on sait que l'information arrivera grâce à Doctrine de façon proactive dans sa boîte mail pour ne rien rater. Donc voilà un exemple concret d'application de notre outil sur ce sujet. Merci beaucoup et je vous relaisse la main. Merci. Donc, on attaque tout de suite avec le sujet du champ d'application. Alors, le sujet du champ d'application, quand on parle de devoir de vigilance, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant, qui a donné lieu à de nombreux débats.
Vous savez que ce webinaire s'appelle Devoir de vigilance et on s'interroge sur le point de savoir si c'est une révolution juridique. Ben, en termes de champ d'application, on peut tout à fait parler d'une forme de révolution juridique. L'idée du devoir de vigilance, c'est vraiment d'aller vers un décloisonnement juridique. Voilà, on va vraiment lever le voile de la personnalité juridique. C'est des expressions qu'on a beaucoup entendues. L'idée est de dépasser la notion de personnalité juridique du donneur d'ordre et d'aller lui imposer des obligations beaucoup plus larges qui vont impliquer toute la chaîne de valeur. On reviendra sur cette notion de chaîne de valeur. Mais l'idée, c'est vraiment de ne plus se limiter, en termes de responsabilité notamment, à cette notion auquel on accorde beaucoup d'importance en droit des sociétés, donc cette notion de personnalité morale. Voilà, donc cette notion de décloisonnement, pour moi, c'est une véritable révolution juridique en termes de champ d'application. C'est pour ça que quand on est dans le champ d'application, il faut toujours bien distinguer les entreprises qui sont assujetties au devoir de vigilance et ensuite le champ d'application du devoir de vigilance que va devoir respecter l'entreprise assujettie. Donc, c'est toujours un raisonnement de temps. Donc, si on attaque d'abord sur ce qu'on appelle les entreprises assujetties, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui existait en droit français et ce qui va bientôt s'imposer au terme de la directive CSDD, et qui devra évidemment être transposée en droit français. Donc, évidemment, on va vers une évolution du droit français. Donc, en droit français, jusqu'à maintenant, on commence, pour ceux qui travaillent un peu dans le domaine du devoir de vigilance, à connaître les critères. On avait un critère unique, c'était assez simple. En termes de seuil de salariés, on était le seuil du droit commun, c'est 5000 salariés. Désormais, avec la CSDD, on change complètement d'approche. On a une volonté non seulement de réduire drastiquement les seuils et surtout de passer sur une approche peut-être un peu plus complexe, mais qui est multicritère. Donc, avec la CSDD, désormais, on a non seulement un seuil en termes de salariés, donc on passe à 500 salariés en seuil de droit commun, et on va rajouter un seuil en termes de chiffre d'affaires, avec le seuil de droit commun qui est à 150 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est le seuil de droit commun, donc retenez 500 personnes et 150 millions. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de débats, ça c'est des seuils qui étaient proposés par la Commission initialement. Le Parlement a essayé d'abaisser ces seuils encore plus, notamment afin d'aligner les seuils avec ceux de la directive CSRD. Ça n'a pas été retenu, donc on est resté sur les seuils initiaux. Complexité supplémentaire, on va rajouter un cas particulier, donc avec des seuils plus bas, quand on intervient dans des secteurs qui sont des secteurs particuliers, des secteurs à fort impact ou des secteurs à risque particulier. On retrouve différentes dénominations. Donc, il faut retenir que quand on parle des secteurs du textile, de l'agriculture ou encore du secteur minier, vous avez des définitions très précises. Malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chacun de ces secteurs. On va avoir des seuils qui sont quasiment divisés par deux. On passe à 250 salariés et 40 millions de chiffre d'affaires. Le sujet n'est pas aussi simple que ça. En termes de comparaison, il faut aller un petit peu plus loin. Il y a une vraie distinction d'approche en droit français et en droit européen, selon qu'on est dans une approche consolidée ou une approche individuelle, pour apprécier les seuils qu'on vient de mentionner. En droit français, jusqu'à maintenant, les seuils s'appréciaient au niveau du groupe. Donc, on prenait la société, ses filiales, directes et indirectes. En droit européen, l'approche principale, c'est une approche individuelle. Donc, les seuils s'apprécient entreprise par entreprise. Ça, c'était le cas jusqu'à l'intervention du trilogue, qui finalement s'est rangé aux remarques qui avaient été faites par le Parlement, notamment. Et on a réintroduit, en fait, finalement, une notion de consolidation. Donc, on va toujours avoir cette approche en premier lieu individuelle, mais on va rajouter quand même une soumission des sociétés mères ultimes. Donc, on revient, en fait, vers un peu plus de consolidation, donc ce qui est beaucoup plus sévère, puisque si on atteint plus facilement les seuils dès lors qu'on est au niveau de la société mère. Alors, moi, je n'ai pas eu accès au texte tel qu'il est issu du trilogue. On comprend à ce jour que les seuils seraient les mêmes qu'ils soient appréciés au niveau individuel et au niveau de la société mère. Quand même, précaution, attendons de voir le seuil final. Peut-être que les seuils, lorsqu'on apprécie au niveau de la société mère ultime, peut-être sont plus hauts. Donc, je mets cette petite réserve-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a réintroduit cette notion de consolidation qui permet surtout d'éviter
de contourner le devoir de vigilance via un découpage par filiale. Autre élément encore pour bien apprécier les éléments qui sont les entreprises qui sont assujetties, c'est la notion de périmètre géographique. En droit français, je vous disais, on avait ce seuil de droit commun qui est de 5 000 salariés. Il y avait un second seuil tout de suite après mentionné dans le code de commerce, qui est le seuil de 10 000 salariés, dès lors qu'on apprécie à l'échelle de l'ensemble des filiales dans le monde, donc pas uniquement sur le territoire français. Donc 5 000 en droit français, c'est le territoire français. 10 000, c'est à l'échelle mondiale. Donc on ne se pose pas la question de savoir où est situé le siège social ou de quel droit relève la société. L'important, c'est où sont situés les salariés. S'ils sont employés sur le seuil français, 5 000. S'ils sont employés dans le monde entier, 10 000. Au niveau européen, ça va fonctionner un petit peu différemment, puisque les seuils de droit commun, c'est pour les entreprises qui relèvent du droit de l'Union européenne. Donc déjà, on change d'échelle. Donc c'est quelle que soit la situation du siège social dès lors qu'il est situé dans l'Union européenne. Et on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va aussi englober des entreprises qui ont une activité sur le sol de l'Union européenne qui atteindrait les seuils que l'on a mentionnés préalablement. Encore une fois, on n'a pas vu les seuils finaux tels qu'ils résultent du trilogue. A priori, ce sont les mêmes, mais j'ai lu éventuellement que ce serait des seuils différents. Donc, attendons de voir les textes finaux, mais retenons qu'on englobe également, encore une fois, avec cette idée de mettre tout le monde sur une concurrence, sur un pied d'une concurrence équitable. Donc, on englobe y compris les entreprises qui ne seraient pas de droit de l'Union européenne, mais qui auraient une activité sur le sol de l'Union européenne, atteignant les seuils qui ont été définis pour les entreprises UE. Voilà pour les entreprises qui sont assujetties. C'est celles qui doivent répondre du devoir de vigilance. Maintenant, comment elles doivent y répondre? C'est là que c'est intéressant. Le périmètre du devoir de vigilance va dépasser la personnalité morale des entreprises assujetties. C'est toute l'originalité, c'est toute la révolution juridique du devoir de vigilance. Ça avait commencé avec le droit français, ça a été bien entériné, mais vraiment dans une logique très proche au niveau européen. Simplement, on a clarifié certains points. On a donc l'intérêt d'un champ d'application ouvert, c'est vraiment de pouvoir soumettre des obligations sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va imposer des obligations au niveau donc, de l'entreprise assujettie, de ses filiales, directes, indirectes, mais également de ses partenaires commerciaux. Et les partenaires commerciaux, avec le droit européen, on va vraiment entériner un approfondissement de ces partenaires commerciaux, un approfondissement de la chaîne de valeur, puisqu'on va aller chercher non seulement les partenaires commerciaux de premier rang, mais c'est également ceux de second rang, troisième rang, etc. Donc, on ne s'arrête pas à aux partenaires commerciaux avec lesquels on a directement un contrat. On va aller chercher l'intégralité de la chaîne de valeur, avec évidemment des mécaniques qui seront un peu différentes selon les partenaires qui seront directs, indirects. Ce ne sera pas forcément les mêmes mécanismes qui seront à l'œuvre. Donc, on voit que le périmètre du devoir de vigilance est bien plus large que la seule personnalité morale de l'entité qui est assujettie. Alors, pour compléter ce que vient de dire Pauline, il faut en fait bien comprendre que, et je pense qu'on a raison de parler de révolution juridique, c'est en fait par cercle concentrique la totalité du monde économique qui est concernée. Tout simplement parce qu'il va y avoir très peu d'entreprises qui vont être à l'écart d'être fournisseurs d'un donneur d'ordre de premier rang, voire de deuxième rang. Et donc, on va avoir une réflexion à mener, nous juristes en particulier, sur ce qui peut être exigé de ces entreprises qui ne sont pas soumises au devoir de vigilance, mais qui vont devoir permettre à leur partenaire qui, lui, y est soumis, de pouvoir avoir un plan de vigilance qui tient la route. C'est-à-dire quelles sont les obligations que l'entreprise de la chaîne de valeur, sous-traitante, co-traitante, partenaire, ce que vous voudrez comme terme, peu importe, va devoir faire pour pouvoir justifier auprès du donneur d'ordre qu'effectivement une politique de vigilance a bien été mise en œuvre et qu'effectivement il peut justifier dans le cadre de son plan global que toute sa chaîne de valeur est impactée. On passe maintenant au deuxième point.
On passe à la suite. Je mentionne juste en une seconde, parce que j'ai oublié de le faire, que le secteur financier est finalement exclu du champ d'application du devoir de vigilance. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup Madame Lepage. Oui, donc on passe au deuxième point sur le contenu même du devoir de vigilance, à la fois selon la loi française qu'on a pu mentionner et à la fois aussi selon la CSDDD. Sachant que quand on va regarder le contenu du devoir de vigilance au regard de la loi française, il s'agira aussi de présenter certains apports récents jurisprudentiels du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023, que d'ailleurs Émine a pu mentionner, qui a été rendu dans l'affaire syndicat Sud PTT contre la Poste. Rapidement, donc, sur les références textuelles à noter au sein du Code de commerce pour la loi française sur le devoir de vigilance et par la directive donc CSDDD. Si tu veux, Pauline, je peux prendre la main sur la directive CSDDD intégrée qui sera ensuite transposée donc en droit français dans les 2 années à suivre. Avant de présenter plus en détail les différentes mesures contenues dans le devoir de vigilance à la fois français et européen, on peut simplement noter que l'architecture juridique, elle est relativement similaire, et vous allez le voir. Et en effet, c'est le cas, puisque, comme on a pu le dire, la CSDDD, elle s'est inspirée du devoir de vigilance français. Sur les mesures qui doivent donc être contenues dans ce devoir de vigilance, on retrouve plusieurs mesures essentielles, à la fois en droit français et à la fois en droit européen. La première d'entre elles, celle qui est vraiment essentielle, c'est la cartographie des risques. Ensuite, on va avoir, donc l'idée de la cartographie des risques, c'est vraiment de recenser les différentes incidences négatives, donc les différents risques d'atteinte aux droits de l'homme et à l'environnement de l'activité d'une entreprise par son activité propre ou par sa chaîne de valeur. Dans un deuxième temps, il va s'agir de prévoir des mesures afin de prévenir, voire même de supprimer ces incidences négatives. Et ça peut être donc en droit français, on connaît le plan de vigilance. En droit européen, c'est un tout petit peu différent, mais on peut synthétiser avec des mesures de vigilance qui quand même ressemblent ou sont en tout cas très similaires au droit français. Dans une troisième étape, on a évidemment la mise en place d'un dispositif d'alerte, d'un dispositif d'alerte par un dépôt de plainte de personnes extérieures, mais également de personnes internes à l'entreprise. On a un suivi des mesures qui doit être mises en place. Et enfin, des modalités, surtout prévues par la directive européenne, sur la manière de communiquer sur le plan de vigilance. Donc, pour revenir rapidement sur la cartographie des risques, après les avoir listé toutes ces mesures, donc comme j'ai pu le dire, il s'agit ici d'identifier précisément les activités de l'entreprise et de sa chaîne de valeur qui sont à risque au regard des droits de l'homme et au regard de l'environnement. À ce titre, on peut noter un apport jurisprudentiel très important du jugement du 5 décembre dernier. En effet, la Poste, dans son plan de vigilance, avait décidé de réaliser sa cartographie des risques, non pas au niveau des risques bruts, c'est-à-dire en amont de toute mesure de vigilance, mais avant, c'est-à-dire au niveau des risques subsistant après l'application de certaines mesures de vigilance, donc au niveau des risques nets. Selon le juge, ce procédé avait pour effet de relativiser sensiblement les implications concrètes de l'activité et par voie de conséquence, de niveler l'ensemble des risques nets à un niveau de faible intensité. Donc là, on est sur une clarification de la loi française, mais qui éventuellement pourrait être reprise après transposition de la directive européenne, très importante. Il s'agit ici de bien concevoir la cartographie des risques, de voir l'entièreté des risques bruts avant même la possible mise en place de mesures de vigilance. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant la pratique sait et qu'on pourra appliquer dans nos différentes cartographies des risques. Sur le second point, notamment des mesures de vigilance pour prévenir, atténuer, voire corriger une incidence négative réelle. En droit européen, ce que l'on peut dire sur ce point,
c'est la mise en place d'un plan d'action en matière de prévention et d'un plan de mesures correctives en cas de survenance d'une atteinte aux droits de l'homme et à l'environnement. Plus précisément, selon le droit européen, si cela est nécessaire, il convient donc d'élaborer un plan d'action. Dans le cadre de ce plan d'action, il convient également de s'efforcer d'obtenir des garanties contractuelles des partenaires commerciaux, donc de la chaîne de valeur, et également de réaliser les investissements qui peuvent être nécessaires dans le processus et dans les infrastructures de gestion et de production de l'activité même de l'entreprise, voire même de sa chaîne de valeur. Notamment pour la chaîne de valeur, il convient à ce titre éventuellement de fournir un soutien financier et administratif à la PME qui est visée. Et en dernier recours, et ça c'est ce qu'indique la directive et qui semble être repris par l'accord du trilogue, c'est qu'en dernier recours, si les entreprises qui identifient des impacts négatifs sur l'environnement ou sur les droits de l'homme de la part de certains de leurs partenaires commerciaux et qu'ils n'arrivent pas à mettre un terme à ces incidences négatives, alors ces entreprises devront mettre fin à ces relations commerciales lorsque ces impacts ne peuvent être donc évités ou atténués. Dans un second temps, donc, on parle également d'un plan de mesures correctives. Ça, c'est dans le cas où une incidence négative survient. Donc, on n'est plus en matière de prévention, on est en matière de correction. Et là encore, on peut voir, sans rentrer dans les détails, que la manière de corriger cette mesure, elle suit également la mise en place, elle suit la mise en place d'un plan de mesures correctives qui a une structure similaire au plan de prévention. On a là encore la nécessité de s'efforcer de mettre un terme par des garanties contractuelles vis-à-vis du partenaire commercial, et si cela ne marche pas, de mettre un terme à la relation commerciale. S'agissant du droit français, et là pour être plus bref, je voulais simplement attirer votre attention là encore sur le jugement du 5 décembre dernier dans l'affaire La Poste, dans un attendu de principe assez intéressant. Le juge vient nous préciser que les mesures du plan de vigilance français, elles doivent porter sur des risques identifiés et elles ne peuvent se suffire à la mise en place de déclarations d'ordre général. Là encore, on voit donc le rapport avec la cartographie des risques. La cartographie des risques doit être extrêmement précise puisqu'elle va ensuite permettre de mettre en place des mesures de vigilance précises sur les risques qui ont été identifiés et non pas sur un code de conduite qui pourrait être simplement général. Sur ce point, peut-être que Madame, vous souhaitez rajouter. Alors, je voudrais, de ce que vient de dire Sylvain, tirer 3 enseignements. Le premier, c'est que c'est évidemment au niveau de la cartographie des risques que va se faire la cohérence avec la taxinomie et avec la CSRD. Il faut une cohérence des 3, c'est-à-dire que dans les documents extra-financiers qui vont être préparés par l'entreprise, il faudra que l'on retrouve les justifications des éléments d'information qui figureront dans la cartographie des risques. Et quant à la taxinomie, notamment pour tous ceux qui souhaiteraient bénéficier des financements qui sont quand même très conséquents liés à la taxinomie, donc à la reconnaissance de la durabilité des investissements, il faudra également que l'on trouve la cohérence avec cette cartographie des risques. Le deuxième enseignement sur lequel je voudrais insister, c'est, je reviendrai dans mon 3e point tout à l'heure, après le 3e point aussi sur ce sujet, c'est le sérieux avec lequel ces éléments doivent être traités. Le sérieux du côté de l'entreprise qui est soumise au devoir de vigilance, c'est-à-dire que ça peut pas être la déclaration d'intention, ça peut pas être du greenwashing, ça peut pas être je vais tout bien faire, ça ne marche pas. Il faut vraiment, c'est quelque chose de précis et j'allais dire de concret. Et deuxièmement, souligner le risque pour les entreprises de la chaîne de valeur qui présentent
en est dans le cadre de leurs activités un risque pour l'entreprise principale, son risque à elle, c'est de décrocher complètement du marché, c'est-à-dire de ne plus pouvoir travailler. Autrement dit, c'est certes une contrainte, mais c'est aussi une formidable opportunité de transformation, c'est-à-dire de s'intégrer dans ce grand mouvement dans lequel nous sommes tous lancés, qui est ce mouvement de transition, de transformation, appelez ça comme vous voudrez, mais qui est vital, j'emploie volontairement le terme, pour toute la chaîne de valeur. Et donc, l'importance de bien voir comment on répond à cette question « je ne présente pas de risque pour vous ». Et voilà ce que j'ai fait pour ne pas en présenter. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et le dernier point sur lequel je voulais dire un mot, c'est la question droit de l'environnement, droits humains. Ça recouvre quoi ? Je pense que pour bien comprendre ce que cela recouvre, il faut recourir aux critères de la taxinomie. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais quand vous regardez notamment les critères DSNH, c'est-à-dire ne pas nuire, puisque pour entrer dans la taxinomie, il faut non seulement appartenir à un des 6 domaines de la durabilité, mais il faut également ne pas nuire à un de ces 6 domaines et il faut respecter les droits humains. Donc, vous avez toute une série de critères sur lesquels, encore une fois, je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer, qui définissent assez clairement le périmètre de ce dont on parle. Voilà. Et donc, je crois que là, on trouve le moyen d'avoir un scope qui est parfaitement adapté. On passe au dernier point de notre propos sur le contentieux et les sanctions. Exactement. Et donc, du coup, pour le point 3, 4 et 5, si vous voulez nous poser des questions dessus, vous pouvez évidemment. On a préféré se concentrer sur les points essentiels, vu qu'on a peu de temps. Donc, pour le troisième point, s'agissant du contrôle et des sanctions, à la fois en droit français et en droit européen, ce qu'il faut savoir en droit français, là encore, une petite précision qui a été apportée par le tribunal judiciaire de Paris le mois dernier. En droit français, il existe un pouvoir d'injonction du juge vis-à-vis de l'entreprise pour qu'elle mette en place de manière effective son devoir de vigilance si cela n'a pas été fait. Le juge de Paris vient nous dire que le pouvoir d'injonction ne permet toutefois pas d'exiger la mise en place de mesures précises. Ces mesures précises, elles vont être définies par l'entreprise en lien avec les parties prenantes, mais elles ne peuvent pas être définies ou déterminées directement par le juge. Par exemple, là, on était en l'espèce sur des mesures pour lutter contre le harcèlement au travail. Voici sur les précisions rapides en droit français. En droit européen, et là aussi, on peut parler d'une éventuelle révolution juridique, 2 points. 2 points. Un premier point sur le contrôle et ensuite sur les sanctions. Par rapport au contrôle, on a la création d'une autorité de contrôle qui est inclue dans la directive CSDDD. Cette autorité de contrôle, donc ça veut dire que dans chaque État membre, chaque État membre aura son autorité de contrôle. Les différents pouvoirs de l'autorité de contrôle, ils sont assez larges. Ils peuvent mener des enquêtes, ils peuvent mener des inspections avec ou sans avertissement préalable de la société. Alors, sur ces points, à voir ce que le trilogue, donc le texte qui résultera précisément du trilogue nous dira. En l'état, en tout cas, des inspections peuvent mener au sein de la société. Elle peut imposer des sanctions pécuniaires, comme on va le voir juste après, et également adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d'atteinte grave et irréparable. À savoir aussi, ça c'est ce qui mérite peut-être d'être noté quand même, c'est que les autorités de contrôle, elles vont publier et mettre à jour régulièrement une liste de toutes les entreprises soumises à la directive CSRD. Donc ça veut dire que contrairement à ce qu'on avait jusqu'à présent, on aura une liste précise, on devrait avoir en tout cas une liste précise des entreprises qui pourraient être soumises. Sur les sanctions, alors comme j'ai déjà pu le mentionner, on a des sanctions pécuniaires. L'accord sur le trilogue, sur ce point, semble indiquer que ces sanctions pécuniaires, elles sont donc fondées sur le chiffre d'affaires net mondial de l'entreprise, avec un plafond maximal d'au moins 5% du chiffre d'affaires net mondial. Ça, c'est ce qui résulte a priori de l'accord en trilogue. Également, on a une déclaration publique
indiquant qu'une entreprise, elle est responsable et la nature de l'infraction qui a eu lieu, l'obligation donc de prendre une mesure comme provisoire ou d'accomplir une action. Éventuellement a été notée la suspension de la libre circulation d'un produit. On peut également noter une obligation pour les entreprises de mener un engagement significatif, et cela comprend un dialogue et une consultation avec les parties prenantes concernées. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une obligation de mener à bien une concertation. Par rapport au marché public, qui est quand même un point économique essentiel, la directive CSDDD propose en tout cas de soumettre, oui, le respect de la CSDDD comme critère d'attribution des marchés publics et des concessions. Et enfin, dernier point, et je m'arrête là, encore une fois, vous pouvez nous poser des questions si nécessaire, on a essayé d'être synthétique sur ces points. Comme en droit français, la mise en place d'un régime de responsabilité civile, c'est-à-dire que si on a une violation de l'obligation de la CSDDD et un préjudice, si les deux peuvent être prouvés, dans ce cas-là, on pourra demander la réparation de ce préjudice. Voilà. La dernière slide. J'en ai terminé. Oui. Madame, si vous voulez faire Alors, un mot sur ce point-là et un petit mot de conclusion avant d'essayer de répondre à vos questions que j'espère nombreuses. D'abord, je parlais tout à l'heure du sérieux avec lequel ces plans doivent être montés et avec lequel les sous-traitants et co-traitants doivent traiter la question de la vigilance. Bon, c'est une question de responsabilité juridique, mais enfin, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi un risque réputationnel très important pour toutes les entreprises qui se voient contester la manière dont elles ont monté leur devoir de vigilance, indépendamment même des condamnations éventuelles. Parce qu'il y a eu toute une communication qui peut être faite au moment du lancement d'une action contre la manière dont le devoir de vigilance a été appliqué par telle ou telle entreprise, même si à la fin de l'histoire, elle n'a aucune condamnation. Il restera quand même quelque chose. Donc, le fait d'avoir une vision assez proactive du devoir de vigilance m'apparaît un outil de sécurité de l'entreprise. D'autant plus qu'on ne peut pas séparer tout ce sujet du sujet de la répression des allégations environnementales inexactes, autrement dit du greenwashing ou de l'éco-blanchiment. Deux points à souligner. Le premier, c'est la multiplication dans le cadre du contentieux climatique planétaire. Je rappelle qu'il y a plus de 1500 procès dans le monde en matière climatique. La montée en puissance des procès contre l'éco-blanchiment des entreprises, c'est-à-dire le fait de se prévaloir d'une action ou d'une manière de faire qui serait verte et qui ne l'est pas du tout. À cet égard, il y a eu par exemple des condamnations très importantes contre l'industrie automobile allemande parce que les entreprises se prévalaient d'une neutralité carbone qui n'existait pas, dont le juge a considéré qu'elle n'existait pas. Je ne rentre pas dans le détail du vrai ou du faux. Donc, vous avez un texte sur les allégations environnementales qui devrait être finalement adopté avant la fin de la mandature, dans lequel, par exemple, la neutralité carbone sera une formule prohibée. On ne pourra plus dire qu'on est neutre sur le plan du carbone. Voilà, donc bien avoir présent à l'esprit ce que je viens de dire dans la conception même que l'on se fait de son devoir de vigilance. Non pas d'avoir une vision extrémiste, ce n'est pas le sujet, mais d'avoir une vision qui garantit la sécurité de l'entreprise, c'est-à-dire que l'état d'esprit dans lequel on se met pour remplir son obligation de vigilance est un état d'esprit dissuasif de toute mise en cause de greenwashing. Et le dernier point sur la responsabilité civile dont parlait Sylvain Amanaka, de souligner qu'il y a un devoir de sollicitude qui figure dans la directive communautaire, devoir de sollicitude de la part des administrateurs, ce qui ouvre la place à une responsabilité personnelle des administrateurs dans l'hypothèse où le devoir de vigilance n'est pas ou n'est mal appliqué.
Donc, on voit bien que c'est un texte qui est quand même très sérieux et très encadré et qui devrait effectivement changer beaucoup de choses, même si beaucoup d'entreprises se sont mises à la RSE et à l'ESG. Il n'empêche qu'on est très au-delà d'une RSE bon enfant comme celle qu'on a pu connaître au cours des dernières années. On rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus encadré, beaucoup plus rigoureux, avec des vraies règles des vrais risques de responsabilité civile pour la personne morale, mais aussi pour les personnes physiques. Voilà ce que je voulais ajouter, et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Peut-être pour entamer sur les questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs sur le secteur financier et que je suis passée très vite tout à l'heure parce que j'avais oublié cette slide. Alors, l'état actuel sur le secteur financier, c'est pas un non définitif ou une exclusion définitive. Alors, il y a même un régime qui est prévu, a priori, dans le texte qui résulte du trilogue, mais c'est une application facultative pour les États. Donc, à ce jour, il n'y a pas d'obligation d'étendre les obligations du devoir de vigilance au secteur financier au niveau européen. Je rappelle tout de suite, parce que c'est l'une des questions, ça ne remet pas en cause qu'à l'heure actuelle, le secteur financier n'est pas exclu en droit français. Donc, le droit français reste applicable avec les seuils qu'on a mentionnés, donc des seuils qui sont très hauts. Donc, forcément, ça n'inclut pas toutes les entreprises du secteur financier. Ce qui s'est passé au niveau européen, c'est qu'il y avait plutôt une volonté au départ d'inclure le secteur financier. Il y a eu des gros débats sur les modalités d'intégration de ce secteur-là, notamment sur le point de savoir comment il fallait intégrer ou non l'activité de la clientèle. Et donc, faute d'une étude d'impact suffisamment approfondie ou d'un accord sur l'impact de ces mesures sur le secteur financier, ça a été remis à plus tard. Donc, on peut tout à fait le déplorer, c'est l'état existant. Et il faut savoir que dans la proposition initiale, le secteur financier était intégré. Donc, voilà où on en est. A priori, on y viendra dans le secteur financier. Comment on y viendra? Là, il y a encore un gros point d'interrogation et surtout, comment on intégrera les activités de la clientèle, puisque l'enjeu est vraiment là. J'ajoute, de toute façon, SFDR est applicable. Oui, bien sûr. Oui, il y avait aussi ce sujet de comment, enfin, le secteur financier faisait aussi valoir qu'il y avait déjà beaucoup de nouvelles obligations à appliquer et que ça faisait encore un troisième champ d'obligations à intégrer et que ça faisait peut-être trop. Voilà, je vous laisserai juge de cette remarque. Sur certaines autres questions qui ont pu être posées. Alors, une question, je crois, simplement sur le délai de transposition de la directive en droit français. Il me semble, mais ça, je vous dis ça de mémoire, on pourra revérifier, qu'il s'agit d'un délai de transposition de 2 années, au terme duquel la directive devra être transposée en droit français. On avait aussi une autre question, il me semble, sur le format du plan de vigilance, et notamment si la question de savoir si un rapport de durabilité donc réalisé au titre de la directive CSRD suffit pour les mesures de vigilance. Exactement comme Madame Lepage vient de le dire, non. Certes, on a vu récemment beaucoup d'actualités à la fois sur la CSRD, à la fois sur la directive devoir de vigilance. Et ok, mais c'est sans doute que les gens le savent, mais il s'agit vraiment de distinguer ces deux. Dans l'une, on est sur une obligation de transparence, de donner un nombre d'informations. Alors certes, il peut y avoir quelques obligations donc de mettre en place un plan. On parle peut-être du plan climatique, mais c'est pas du tout à la hauteur que les obligations de faire imposées par le devoir de vigilance. Je ne sais pas si Madame voulait rajouter quelque chose. Je reviens, j'ai l'air de radoter, mais c'est à mes yeux très important. La cohérence. Le rapport CSRD ne suffit pas, mais il peut servir de base. Parce qu'il va avoir une évaluation des actions et des investissements extra-financiers dans le domaine du climat, de la biodiversité, de ce que vous voudrez, et tout ce qu'on fait en matière sociale et de droits humains, mais également de gouvernance. Et dans la cartographie des risques, eh bien entendu, la base de la CSRD va se retrouver, mais avec une vision différente, parce qu'on va partir d'un état des lieux et on va se projeter sur les risques existants ou les risques potentiels. Donc, on est sur une échelle qui est différente puisqu'il y a les deux types de risques qui sont envisagés
dans la directive devoir de vigilance. Je crois qu'on avait une autre question sur l'accroissement du contentieux suite à la suite de l'adoption de la directive sur le devoir de vigilance. Comme l'a dit donc très bien Pauline, les champs d'application vont être élargis. En conséquence, on peut penser que le contentieux pourrait s'accroître. En tout cas, la pression juridique pourrait être augmentée. J'ai vu également une question aussi sur le point de savoir si la localisation du siège social en dehors de l'UE excluait l'application. Donc là aussi, la réponse, elle est très claire, c'est non. Ce qui compte, c'est d'avoir une activité sur le sol de l'UE qui dépasse les seuils qu'on a mentionnés en début de webinaire. Il y a une autre question. Une question aussi sur la possibilité d'engager la responsabilité de l'entreprise donneur d'ordre si le dommage était causé par une filiale ou un partenaire commercial. Ah oui. Je pense que la réponse est oui, que c'est tout l'intérêt justement du devoir de vigilance. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça sur le régime de la responsabilité civile. Il s'agit là aussi de pouvoir remonter à la société mère, à la société donneuse d'ordre. Ce qui n'empêche pas, pour compléter, que la société donneuse d'ordre puisse à son tour se retourner contre la filiale ou contre le partenaire si c'est son action qui a engagé la difficulté dans laquelle se trouve la société donneuse d'ordre, avec cette difficulté que c'est à elle qu'incombe la charge de vérifier, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de vérifier que son partenaire commercial est bien dans les clous. Et donc, s'il n'est pas dans les clous, c'est pas bien et il peut engager sa responsabilité, mais c'est une responsabilité dont je dirais qu'elle est partagée, puisque c'est à l'entreprise donneuse d'ordre de s'assurer que tous ses partenaires sont dans les clous. Alors. Enfin, j'ai vu une question sur les marchés publics. Alors, moi, je n'ai pas le texte sous les yeux, donc éventuellement, on pourra y répondre peut-être à la suite du webinaire si on a. Je n'ai pas mes lunettes, je suis incapable de lire la question. Les coordonnées de la personne qui a posé la question, mais on n'a pas le texte sous les yeux, donc ce sera difficile de vérifier en direct. C'est quoi la question? Sur l'application au pouvoir adjudicateur en dehors des marchés publics. Moi, ça, j'en sais rien. Ouais, je n'ai pas le texte pour vérifier. Joker. Alors, mais on répondra volontiers à la question par écrit. Délai de 2 ans pour la transposition de la directive. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de... En tout cas, on a fait un tour certain des questions, peut-être pas exhaustif, mais on a fait un tour. Si vous voulez de toute manière des réponses plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter sur ces points, on vous répondra avec grand plaisir. Voilà, je crois qu'on arrive au bout du temps qui était imparti à ce webinaire. C'est parfait. C'est parfait, parfait timing. Merci beaucoup pour toutes vos explications très claires. Comme on l'a dit dans le chat, le replay sera disponible sur la page YouTube, vous me dites si je me trompe, mais sur la page YouTube du cabinet Huglot Lepage Avocat et sur le site doctrine.fr. Donc, il y aura accès à la vidéo avec les slides. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Très bonne année à tous. Voilà, très bonne année et n'hésitez pas à nous suivre pour les prochains webinaires au cours de l'année sur de nouvelles thématiques d'actualité. Très bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.